Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Nabil Adel. Bonjour Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette période ramadanesque et d'avoir accepté, c'est jamais facile de monter sur un ring et de mettre les gants dans cette période, non? Non, ça va. Ça va, mais en tout cas, merci une fois de plus à vous. Je vous remercie de m'inviter. D'avoir accepté donc l'invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en économie et en relations internationales. Donc, débat en 3 rounds thématiques avec vous. Premier round, Moudawana, un facteur de développement avec un point d'interrogation. Est-ce qu'effectivement une révision globale de ce qui est en cours, hein, on verra bien ce qui adviendra d'ailleurs de la Moudawana, du Code de la famille, est-ce que c'est un facteur de développement ou pas? Si oui, de quelle nature? Deuxième round, plus d'égalité homme-femme, est-ce que de facto c'est plus de création de richesse, donc plus de PIB additionnel, avec un point d'interrogation? Et enfin le troisième round, quel modèle de croissance économique en pleine transition démographique accélérée et soutenue? C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est surtout ce que nous allons vivre dans les prochaines années. Ça s'annonce lourd. Ça s'annonce lourd pour un économiste chaldonien que vous êtes. Ouais. C'est comme ça, pourquoi on vous présente comme un économiste chaldonien, ou vous aimez à vous présenter comme un économiste chaldonien? Écoutez, c'est une grille d'analyse. Ibn Khaldoun situait l'économie dans les dynamiques de pouvoir. Pour lui, contrairement aux écoles qu'on peut trouver en Occident, où l'économie c'est pour le bien-être de la population, pour augmenter son revenu, améliorer son niveau de vie, pour Ibn Khaldoun, c'est le moyen d'avoir un pays fort. Et un pays fort doit avoir une économie forte. Et donc, pour lui, l'économie, c'est d'abord au service d'un État fort. D'un État fort, bien sûr. D'un prince fort. D'accord. Ok. Contrairement à la vision économique classique, qui est plus centré autour du citoyen, du consommateur. Donc l'objectif, c'est d'augmenter les revenus. Donc ça va promettre, parce que quand on aborde ce premier round avec comme thématique Moudawana, un facteur de développement, pour ne pas dire un enjeu, mais un facteur de développement. Est-ce que vous considérez Nabil Adel, l'économiste chaldonien, partisan de cette idéologie économique, comme quoi ce qui est important, c'est d'avoir une économie forte au service d'un État fort? On est bien d'accord? Est-ce que vous considérez que la Moudawana peut être un facteur fort et puissant pour une économie forte? Écoutez, le problème et les enjeux de la famille, quand on les voit en tant qu'économiste, on les voit en tant qu'unité de consommation, unité de production. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la quantité de la population et sa qualité. C'est-à-dire, plus on est nombreux, plus on crée des richesses, plus l'économie se porte bien, c'est ça? Plus on est nombreux, bien formés et bien soignés, plus on crée des richesses, plus on crée de la puissance pour le pays. Donc aujourd'hui, si vous allez le voir, les pays les plus puissants sont les pays les plus peuplés. Commencez par la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis. Mais il y a des pays qui sont moins peuplés qui sont aussi puissants. Il y a des pays qui sont moins peuplés que la Chine ou que l'Inde et qui restent des pays puissants. Si vous prenez le classement, la majorité, c'est d'abord des pays peuplés. D'ailleurs, aujourd'hui, le poids des BRICS, c'est d'abord un poids démographique. Okay. Mais la Moudawana dans tout ça, est-ce que c'est un facteur de développement chez nous ou pas? Est-ce que vous, Nabil Adel, vous considérez que cette révision de la Moudawana, on verra bien ce qui adviendra d'ailleurs, et ce qui sera annoncé, est-ce que ça sera un facteur de développement ou pas? Alors, tout dépend de la variable démographique. Vous savez, les économistes peuvent régler beaucoup de problèmes. Ou du moins, c'est ce qu'ils prétendent. Souvent, ils se trompent, mais au moins, ils ont des réponses à toutes les questions économiques qui se posent. Mais la question démographique, c'est un problème auquel on n'a pas de réponse. C'est quand un pays voit sa démographie décliner, il n'y a pas de réponse économique à ça. Donc, si la Moudawana va dans ce sens, c'est-à-dire, par rapport au travers de quelles mesures précises? Il y a aujourd'hui les revendications des organisations féministes essentiellement portent sur plus d'équité en matière d'héritage homme-femme, sur l'abolition du mariage des mineurs et de la polygamie, sur le rééquilibrage de la tutelle parentale. Est-ce que ça, si effectivement la révision de la Moudawana va dans ce sens, est-ce que ça peut être à l'encontre des enjeux de développement économique chez nous ou pas? C'est là qu'ils sont. Naturellement. 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 Écoutez, pourquoi? Nous avons achevé la transition démographique. Donc nous sommes passés de 7,2 enfants par femme dans les années 60 à 2,07 pour être précis aujourd'hui. Donc le seuil de renouvellement est de 0,1. Ça veut dire en dessous de 0,1, la population ne croît pas, elle décroît. Okay. Commençons par voir ce qui se passe ailleurs. Quand on prend par exemple des pays comme l'Allemagne, aujourd'hui l'Allemagne a besoin de 750 000 ouvriers qualifiés qu'elle ne trouve pas.
elle est obligée, entre guillemets, d'importer de la main-d'œuvre. Ouais. Or, une société a un rythme d'assimilation. On ne peut pas importer des gens de partout et les intégrer dans un tissu social qui s'est construit sur des siècles. Tout dépend de l'appartenance et le fonctionnement culturel de ces catégories de population-là. Peu importe. Il y a des populations qui sont plus assimilables que d'autres, on est bien d'accord. On est d'accord. Mais les populations qu'on veut faire venir sont des populations qui ont une démographie active. Donc, fatalement, ce ne sont pas, on ne les ramène pas de l'Europe, on les ramène de l'Afrique et du Maghreb. Et de l'Asie, surtout. Et donc, ce sont des gens qui viennent avec leur tradition, avec leur culture, avec leur religion, avec leur imaginaire collectif, qu'on ne peut pas faire fondre dans une société qui s'est construite pendant plusieurs siècles sur un certain modèle social. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est que plus on avance dans beaucoup de sociétés occidentales, plus on se rend compte qu'il y a un déclin démographique. Ce déclin démographique a énormément de conséquences. Ce déclin démographique, juste pour que je finisse cette histoire, ce déclin démographique est dû à une chute de la natalité, de la fécondité. Alors, cette fécondité a fait aujourd'hui, par exemple, si on prend les 16 000 ouvrières qu'on a envoyées en France, ce sont des gens qui n'ont pas la qualification de leur visa, en temps normal. Mais en même temps, certains vous diraient, professeur Nabil Adel, quel lien avec la Moudawana et quel lien avec le facteur le facteur développement. Quand vous dites, vous concrètement, si on abolit le mariage des mineurs, la polygamie et qu'on va plus vers plus d'équité en matière d'héritage homme-femme, ça va à l'encontre de nos enjeux de développement économique. C'est ça que vous êtes en train de dire. Alors écoutez, non, c'est pas aussi simple que ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que d'abord la variable démographique est essentielle dans un pays. Comme je parle des 16 000 ouvrières, pourquoi la France les fait venir en leur octroyant un visa, sachant que c'est une population qui n'a même pas le droit de passer devant un consulat, en temps normal? Parce qu'ils ont aujourd'hui un vrai problème démographique. Ils sont en urgence démographique. Ils sont en urgence. Il n'y a pas suffisamment d'instituteurs, il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment de soignants, il n'y a pas suffisamment de gens pour faire le travail. Et même d'un point de vue géopolitique, si aujourd'hui la Russie et l'Ukraine n'arrivent pas à cesser cette guerre, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'hommes à envoyer sur le front. Et ceux qu'ils vont envoyer sur le front, c'est en moins dans les usines et dans les champs. Donc ça, c'est la variable démographique. Qu'est-ce qui a conduit à ça? Ce qui a conduit à ça, c'est d'abord le retard du mariage, et là on vient à la Moudawana, c'est que les gens aujourd'hui font des études de plus en plus longues et se marient de plus en plus tard. Okay, donc du coup, quand on se marie à partir déjà l'âge du mariage au Maroc, je pense qu'il est aux alentours de 27-28 ans. Oui. Il varie selon l'homme ou la femme, mais à 2 ans de différence. 2-3 ans de différence. À 2 ans, 3 ans de différence entre les deux. Donc ça veut dire que nous sommes sur des gens qui vont se marier à 27-28 ans, ils ne peuvent pas avoir plus de 2 enfants. Quand on est à 2 enfants, et avec des couples qui en ont un, ça veut dire qu'à long terme, c'est un pays qui ne va plus se régénérer. Et quand un pays ne se régénère plus, ne parle plus de développement. C'est moins de consommateurs, c'est moins de travailleurs, c'est moins d'investisseurs, c'est moins de créateurs. Ça veut dire quoi, Nabil? Donc ça veut dire que sur les enjeux équité en matière d'héritage homme-femme. D'abord l'âge de mariage. D'abord l'âge de mariage. L'âge de mariage. Oui, l'âge de mariage. Oui. Plus on recule l'âge de mariage. Mais l'âge de mariage se recule. Et ce phénomène est tout à fait naturel parce qu'on prolonge ces années d'études. Donc on se marie beaucoup plus tard. Oui, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas intervenir. Il n'y a pas de politique publique qui peut intervenir pour que les personnes se marient plus tôt. On est bien d'accord? Bien sûr, aujourd'hui. On va voir de quelle manière. Mais aujourd'hui, quand vous, par une décision administrative ou légale, vous interdisez le mariage avant 18 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de pousser davantage l'âge du mariage et de le retarder. Et donc de condamner ce pays à avoir... Pourquoi, Nabil Adel? Pourquoi? Parce que quand on se marie tard, on a des enfants tard, on ne peut pas en avoir plusieurs. L'âge d'activité démographique intense, c'est entre 15 et 24 ans. C'est là où, les 15-24 ans, c'est là où le taux de chômage chez nous est le plus élevé. C'est le pic. Cette catégorie de population. Cette catégorie de population, le chômage est le plus élevé. On est sur 43% de taux de chômage sur cette catégorie de population. Pour des raisons de politique publique. Juste pour qu'on ne confonde pas les sujets. Oui, non, mais c'est juste pour dire voilà, les 15-24 ans. En tout cas, vous dites-vous si l'âge minimal en fait pour se marier il ne doit pas être limité. Non, je ne dis pas ça. Ça, c'est aux politiques de prendre les décisions. Moi, je suis un observateur, un intellectuel. J'observe. Je dis, plus on recule l'âge de mariage, plus on accentue l'effondrement démographique dans ce pays. Maintenant, on en tire les conclusions qu'on veut. Je ne suis pas en train de recommander des politiques publiques. Je suis en train de constater... Si demain la décision est prise d'interdire formellement, plus de dérogation d'ailleurs, le mariage des mineurs, pour vous dites qu'il y aura un impact économique qui sera négatif dans les prochaines années. Naturellement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Naturellement. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez encore consacrer davantage
le retard de mariage, davantage moins d'enfants, et avec tous les problèmes à long terme que ça va poser, je pense qu'on va aborder ça. Quelles sont les conséquences de cette situation sur toutes les rubriques économiques que nous comptons dans un pays. Donc aujourd'hui, le fait d'interdire par une décision légale le mariage. Ce sera une décision administrative, mais politique, attention, parce Politique. qu'il y aura un vote, le vote de la loi. Vous dites, vous en tout cas, vous êtes mordicus là-dessus. Vous campez sur vos positions, vous dites, si on abolit demain le mariage des mineurs, on va le payer économiquement. Alors encore une fois, tout dire. dépend de ce qu'on appelle mineur. Parce qu'à partir de 16 ans, on n'est plus mineur. Okay. D'ailleurs, aujourd'hui, au Maroc, on peut travailler à 16 ans et conclure un contrat de travail à 16 ans. Donc, le Code du travail vous permet de commencer à travailler à partir de 15 ans révolus. C'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, vous pouvez vous marier. Alors, je ne vois pas pourquoi. Vous pouvez vous travailler. Alors, je ne vois pas pourquoi on peut travailler à 16 ans, on ne peut pas se marier à 16 ans. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on peut se marier si on bénéficie d'une dérogation. On est bien d'accord. Déjà, alors que pour le travail, on n'a pas besoin de dérogation. En tout cas, vous campez là-dessus. Je rappelle, Nabil Adel, vous êtes dit, voilà, s'il y a l'interdiction formelle qui est décidée et la décision politique qui est prise sur les mariages des mineurs, vous dites on va le payer économiquement et il y aura une facture à payer là-dessus parce qu'on aura moins de personnes. On retardera davantage l'âge du mariage. Voilà, on retardera davantage l'âge du mariage. Déjà qui a déjà été rallongé. Qui pousse de plus en plus. Et puis surtout, ça va avoir les autres sujets sur l'équité en matière d'héritage homme-femme, sur la polygamie, sur le droit à la vie, le droit et le fait de dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse. Alors, il y a un lien aussi sur la fécondité, la natalité et sur cet enjeu peut-être de mariage des mineurs. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'une société, ce n'est pas un logiciel informatique qu'on peut reparamétrer comme on veut. Une société a une capacité à générer du changement et à absorber du changement. Et ça se situe sur une longue période. On ne peut pas regarder le soir BFM TV et prendre tous les débats en France et vouloir les appliquer à une société qui a ses traditions, qui a ses us, qui a ses coutumes. Mais comme vous dites BFM TV, vous pouvez prendre aussi une chaîne satellitaire du Moyen-Orient, c'est pas. Ou alors c'est par rapport à la ligne éditoriale de ce média bien précis. Non, j'ai pris un exemple. D'accord. BFM TV ou Al Jazeera. Ou Al Jazeera ou la Chine. Okay. Vous avez une société qui doit évoluer à son rythme. Okay. Vous ne pouvez pas, surtout quand il y a des changements sociétaux, vous ne pouvez pas venir plaquer un modèle qui a montré ses limites ailleurs. Aujourd'hui, on parle en Occident de réarmement démographique. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait trop loin et qu'aujourd'hui, on est en train de payer le prix parce que, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais aujourd'hui, il se vend beaucoup plus de couches pour seniors en Occident que pour bébés. C'est ce qui risque de nous arriver dans 20 ans. Voilà, c'est ce qui risque de nous arriver. Mais on y reviendra d'ailleurs dans un... Maintenant, non, parce que je n'ai pas répondu à votre question. Sur tous ces sujets, vous les prenez un à un. Équité en matière d'héritage homme-femme, le rééquilibrage de la tutelle parentale, le mariage polygame. Nous avons un corpus juridique qui est hérité de siècles d'accumulation et de tradition. Pourquoi on le change pour aller vers un modèle qui risque de présenter beaucoup de limites que nous constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on vient me parler d'équité dans l'héritage, qui suis-je pour changer un texte qui dit que, voilà, les qui suis-je? Okay. Surtout que ce pays est bâti sur légitimité religieuse. Nous avons un Amir al-Mu'minin. C'est un pays musulman. Ça se discute et ça se débat. C'est des débats qu'on a ouverts là-dessus, mais on y reviendra. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Deuxième round, plus d'égalité homme-femme. Est-ce que c'est plus de PIB? On a vu d'ailleurs, vous avez vu comme moi, l'information qui a été divulguée. Nous avons enfin franchi la barre des 1400 milliards de dirhams de PIB. Ça a été franchi parce qu'on était entre 1200 et 1300 ces dernières années. Donc 1400 milliards de dirhams de PIB, donc à peu près 140 milliards de dollars. Cette barre a été franchie il y a 2 jours. Deuxième rang, thématique, plus d'égalité homme-femme. Est-ce que c'est plus de création de richesses et de PIB chez nous au Maroc? On dit que ça peut être une réalité ailleurs, mais pas forcément, ça peut pas forcément être une réalité chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle égalité. Parce que là, ça, c'est un terme global. Chacun y mettra le contenu en fonction de son penchant idéologique. Égalité en matière d'accès, égalité en matière de revenus. Non, justement, quand on dit égalité en matière d'accès, égalité en matière de revenus, égalité en matière... Il n'y a pas d'égalité. Consacrée, vous voulez dire? Il y a de l'égalitarisme. Est-ce qu'on parle d'équité ou d'égalité? D'égalité.
Alors, l'égalité, c'est, vous savez, comme... Vous savez, On a les mêmes droits. Non, les mêmes droits, ça c'est consacré par la Constitution. Oui, mais dans la réalité. Qu'est-ce qu'on appelle les mêmes droits? Qu'est-ce qu'on appelle les mêmes droits? Pointez-moi un sujet, on va le discuter. Mais comme ça, les mêmes droits dans l'absolu, vous savez, deux individus n'ont pas les mêmes droits en fonction de leur situation juridique, en fonction de... Même par exemple, dans le monde de l'entreprise, même responsabilité, même travaux et pas même rémunération, par exemple. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est prouvé par des enquêtes. Excusez-moi, j'ai 30 ans dans le monde de l'entreprise. Je n'ai jamais remarqué, ou bien je vis dans un autre monde, que à travail égal, diplôme égal, qualification égale, un homme touchait plus qu'une femme. Maintenant, s'il y a des études qui le prouvent, c'est une situation qu'on refuse. Voilà, en tout cas, des études à travail égal, à travail égal, on doit avoir la même rémunération. On a un gap en fonction des types d'emplois, de métiers, de secteurs d'activité qui fallait de 20 à 30% jusqu'à 35%. Mais c'est pas légal. Oui, non, c'est pas légal. C'est pas légal. Par contre, c'est immoral. C'est immoral. Les deux, ce n'est ni légal ni moral. Non, immoral, le fait qu'il y ait inégalité. C'est ce que je te dis, ce n'est ni légal ni moral. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, à travail égal, on doit avoir la même rémunération. Est-ce que plus d'égalité homme-femme chez nous, est-ce que ça serait plus de création de richesse, selon vous, Nabil Adel? Est-ce que si on va vers une approche philosophique, politique au sens noble du terme, où c'est l'égalitarisme, le terme que vous avez effectivement employé et qui est parfaitement adapté, est-ce qu'on fera plus de création de richesse, on créera plus de richesse où il n'y a aucun lien de cause à effet? Ça n'a aucun lien. Je vais vous donner un exemple. Une femme qualifiée va créer de la richesse. Un homme qualifié va créer de la richesse. Maintenant, il faut assurer les conditions d'accès à cette création de richesse. Un homme et une femme plus libres. Un homme et une femme plus émancipés. Qu'est-ce qu'on appelle plus libre? Donnez-moi liberté de travail, liberté d'entreprise, liberté de circulation, de mobilité. Bien sûr, tout ça on est d'accord. De quelle liberté on parle? Les libertés qui permettent. Moi, je connais les libertés économiques qui permettent d'agir sur le PIB. Il y a la liberté de travail, la liberté d'entreprendre, la liberté de circulation. OK. La liberté d'investissement. Alors, l'égalité pour vous, n'agira pas forcément pour améliorer. Bien sûr que ça va agir pour améliorer la performance en matière de création de richesse. Bien sûr, mais tout dépend qu'est-ce qu'on met dans le contenu de l'égalité. C'est ça ce qu'on met. Bien sûr, l'égalité va amener à plus de richesse, mais qu'est-ce qu'on met dans ce contenu égalitaire? Une approche genre respectée en matière d'équilibre effectif homme-femme, que ce soit au niveau des fonctions à responsabilité, que ce soit au niveau des fonctions opérationnelles. Écoutez, encore une fois, est-ce que toutes les femmes veulent toutes avoir un poste de responsabilité et rester jusqu'à minuit dans des conseils d'administration? La réponse par le New York Times est non. Et la réponse de ces dire voilà, aujourd'hui, vous l'avez vu d'ailleurs, le HCP nous a révélé que le taux d'activité des femmes avait sacrément baissé. On est sur 100 femmes, il y en a plus de 90 qui ne sont pas en activité ou qui ne sont plus en activité, en tout cas au niveau qui ne sont pas dans les radars du HCP. Est-ce qu'on avait plus de femmes incluses et on aurait plus d'inclusion de femmes sur le marché du travail? Est-ce qu'on aurait ça va. Alors si on considère qu'une femme qui s'occupe de ses enfants au foyer n'est pas un travail. Si on considère que ça, ce n'est pas un travail, naturellement, vous allez avoir des taux comme ça. Or, une femme qui s'occupe de ses enfants à la maison est un travail à plein temps beaucoup plus fatigant qu'un travail salarié. C'est un travail qui est non reconnu, avec pas un véritable statut pour la femme. Pour la femme au foyer, c'est ça? Il faut qu'il y ait un statut, il faut qu'il y ait une rémunération pour cette femme. Parce que d'un point de vue économique, ça c'est la création du PIB. Parce que si la femme ne le fait pas, on doit ramener quelqu'un le payer pour faire ce travail. Quand je vous donne juste un chiffre sur lequel je souhaiterais vous faire réagir, vous qui êtes analyste économique, Nabil Adel, 91% des femmes mariées sont inactives. Source HCP, au commissariat au plan. Quand on a ce chiffre-là, quelle analyse vous en faites? 91% des femmes mariées sont inactives dans le Maroc d'aujourd'hui, Maroc 2024. Est-ce que ça veut dire qu'on perd des points de PIB, en l'occurrence, parce qu'on a trop de femmes, en tout cas, qui sont majoritaires dans le pays, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais qui sont des femmes, en tout cas, où 91% d'entre elles, mariées, sont inactives? Alors, encore une fois, le problème en économie ne se passe pas en ces termes. Est-ce que ces femmes, une fois sur le marché du travail, seront productives au même titre que les hommes? L'économie ne s'intéresse pas au genre. Elle s'intéresse à la productivité de l'individu.
Ok. Que ce soit un homme ou une femme, ce qui va contribuer à la croissance économique, c'est la productivité de l'individu. Maintenant, là où je serai d'accord avec vous, si nous avons des femmes qui sont potentiellement productives, mais qui sont en dehors du champ du travail juste parce qu'elles sont femmes, là, ça va agir sur le PIB. Est-ce qu'on n'est pas... Maintenant, je finis. Oui. Si vous voulez. Maintenant, si nous avons des femmes qui sont exclues du champ du travail parce que cette économie ne crée pas suffisamment de richesse, c'est un autre débat. Ok. Si vous avez des femmes qui sont en dehors du circuit du travail parce qu'elles ont choisi elles-mêmes de s'occuper de leur foyer, on n'est pas dans de l'exclusion. Et dans ce cas, ces femmes-là doivent avoir une rémunération au moins égale au SMIC. Parce que le travail qu'elles fournissent, c'est un travail qui crée de la richesse. Une femme qui devait le faire, à leur place, va être payée pour le faire. Donc, tout dépend comment on compte les éléments. Si on considère qu'une femme qui passe 24 heures de sa journée à s'occuper de ses enfants n'est pas un travail, naturellement, vous allez avoir un taux d'inactivité très élevé. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui va agir sur le PIB. Ce qui va agir sur le PIB, est-ce que l'individu, homme ou femme, la capacité à produire, c'est tout. À produire à moindre coût. Voilà, c'est ça la productivité. Produire à moindre coût. Troisième ronde, justement, quel modèle de croissance économique en pleine transition démographique? On a parlé du taux de fécondité qui est en train de s'effondrer chez nous, taux moyen 2,1. On s'approche dangereusement du seuil de renouvellement de génération. Alignement avec le niveau actuel en Europe, de la majorité des pays européens, mais légèrement supérieur. Légèrement supérieur, mais en fait, parce que les pays européens, ils ont franchi à la baisse. Franchi à la baisse, mais on a un accroissement, en tout cas annuel, qui est quasiment, on est sur les mêmes tendances de fond, apparemment, que la moyenne nationale, que la moyenne, en fait, en tout cas, de certains pays européens. Alors, certains pays européens ont entamé la phase décroissante de leur population. Ce n'est pas le cas au Maroc. On progresse toujours de 1 à 1,2% par an. Par exemple, en Bulgarie, en Europe de l'Est, en Italie, en Espagne, je pense, bien sûr au Japon, en Chine, en Russie, au Canada. Tous ces pays ont entamé la baisse de leur population. Ce qui est un phénomène très grave. Parce que, quelles que soient les politiques économiques que vous mettrez en place, avec une population qui décroît, vous ne pourrez rien faire. Tributaire, donc c'est complètement conditionné. Donc, troisième argument, quel modèle de croissance économique en pleine phase dynamique, en tout cas démographique accélérée? Est-ce que ces données-là que vous citez, baisse du taux de fécondité, on se dirige vers une population vieillissante et qui va vieillir, avec une proportion de jeunes qui va se réduire avec le temps, même si la population générale va augmenter, encore ces dernières années, à l'image d'ailleurs de ce qui se passe à travers le monde, 8 milliards aujourd'hui, 10 milliards en 2050. Mais pas partout dans le monde. Pas partout, je parle de la population globale et la population générale. On va parler du sud global. Du sud global. Qui est encore en phase de dynamique démographique. Quel modèle de croissance économique est-ce qu'on peut, justement, à la lumière de cette transition démographique accélérée? Juste pour qu'on soit clair. Un pays qui voit sa population décliner n'a pas de modèle de croissance. Ça n'existe pas. Les pays qui sont dans cette situation sont obligés d'importer de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, les premiers problèmes qu'on va rencontrer sont les caisses de retraite. Nous avons construit nos retraites sur un système de solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que nous devons avoir autant d'actifs que de retraités, pour faire simple. Bon, l'idéal, c'est d'avoir plus d'actifs que de retraités, mais bon. L'idéal. Mais au moins... On l'a connu cette phase-là. Voilà. Maintenant, nous sommes en train, le rapport démographique est en train lui aussi de s'effondrer. Viendra un moment où on aura le choix entre 3 solutions. Soit faire travailler les gens jusqu'à 90 ans, soit diviser par 3 leur pension retraite, soit multiplier par 2, par 3 les taux de cotisation. Alors, dites-moi, et maintenant que le Maroc s'engage dans le chantier de l'État social, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour financer cet État social, vous devez avoir de la jeunesse qui travaille, qui crée de la richesse et qui finance pour ceux qui ne peuvent pas avoir un revenu. Quand vous réduisez cette base en interdisant l'âge, en interdisant légalement de se marier avant 18 ans, avec tous les changements sociétaux que vous voulez imposer, vous n'irez à long terme que vers cette voie. Aujourd'hui, il n'y a pas de suspense dans cette évolution. Si on veut savoir ce qui se passera dans 15, 20, 30 ans,
On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays occidentaux qui ont suivi ces Mais l'OCP a fait des projections là-dessus. On sait, grosso modo, le visage et le paysage un petit peu du Maroc à l'horizon 2040-2050. Oui, c'est un pays où il y a de plus en plus de seniors, de moins en moins de jeunes. Et ça, c'est une donnée structurelle. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, non. est-ce qu'on peut inverser la tendance ou pas? Parce qu'on se dit que la courbe du vieillissement de la population, en tout cas… C'est aujourd'hui, on encourage, on a une politique active de natalité, ce que quelqu'un comme président Macron appelle le réarmement démographique. C'est-à-dire par le revoir à la hausse les allocations pour chaque naissance. C'est ce qui a été fait d'ailleurs pour la première naissance. À partir de 16 ans, avec autorisation, il faut qu'on laisse les gens marier leurs enfants. Vous hésitez là-dessus? Marier? Oui, marier leurs enfants, oui, avec une autorisation. Je ne vois pas où est le problème. Puisqu'elle peut travailler à 16 ans et sortir travailler dans une usine, dans un champ, je ne vois pas pourquoi elle ne se marierait pas. Ou bien dans ce cas, il faut aligner les deux et interdire le travail jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire ni travail, ni mariage. Ou alors travail et mariage. Voilà. Au moins qu'on soit cohérent dans l'ensemble. Vous avez une population de NEET qui ne sont ni en emploi, ni en stage, ni à l'école. Et ni en formation. Voilà, c'est ça. Ni en stage, ni en formation, ni à l'école. 2 millions de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? À partir de 15 ans, qu'est-ce qu'on en fait? Quelqu'un qui veut, voilà, à l'âge de 16 ans, veut marier sa fille ou son fils ou que sais-je. Pourquoi l'interdire? Je ne vois pas quel est le problème. Alors, ça, c'est un point qui est fondamental. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'on réactive la machine démographique dans ce pays. Le deuxième élément qui est important, c'est de reconnaître qu'une femme au foyer, c'est un travail qui mérite rémunération, au moins égale au SMIC. Ça, j'ai bien saisi ça. Mais est-ce que Nabil Adel, aujourd'hui, on sait très bien qu'on est sur un trend de croissance où la population âgée de plus de 60 ans est en forte croissance depuis 2012, 2013, 2014. 2014, c'était 9% de la population. Je vois d'ailleurs 2023, 13%. Et pour 2040, 2050, on parle de 25, 26, 27% de la population. Donc x2. On est sur un trend x2. Est-ce que ça, on peut agir d'ores et déjà? On ne peut pas. Ça, on ne peut rien faire. Économiquement. Économiquement parlant. Qu'est-ce que j'ai commencé par dire? Les économistes ont des solutions à beaucoup de problèmes économiques. Mais pas celui-là. Ici, le problème, la solution est démographique. Elle n'est pas économique. C'est quand vous me dites qu'il y aura de moins en moins d'actifs par rapport aux seniors, qu'il y aura de moins en moins de gens pour travailler, pour produire, pour innover, pour prendre des risques, pour investir. Qui c'est qui investit? Ce sont les jeunes. Mais est-ce que donc vous dites concrètement pas de politique publique possible pour inverser la tendance en matière de vieillissement de la population? Il y a des politiques publiques. On peut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, laisser les gens se marier à partir de 16 ans avec autorisation. Reconnaître le statut d'une femme au foyer comme un statut de salarié qui mérite rémunération pour permettre à des gens qui veulent s'occuper de leur famille, avoir des enfants et s'occuper de leur famille, d'avoir de quoi vivre dignement. Donc ça permettra au moins de maintenir la dynamique démographique. Maintenant, si vous me dites, on ne fait pas ça, comment avoir un modèle de développement? Je vous dis, je ne sais pas. On attend les résultats d'ailleurs du HCP 2024, je crois que ça va être l'automne prochain, on aura le recensement général de la population va être lancé, donc on sera, si on est 35, 36 ou 37 millions de personnes. Est-ce que ça, c'est aussi un indicateur chiffré qu'il faudra prendre en considération pour penser les politiques publiques à venir, tant au niveau de l'encouragement de la natalité, tant au niveau de ce vieillissement de la population, et peut-être commencer aussi à envisager la création d'emplois, même si on a du mal avec ça, mais la création d'emplois de seniors? Alors, juste une chose, les 37 millions, pour moi, l'élément, la variable la plus déterminante, c'est quoi? C'est le nombre de jeunes dans ces 37 millions. Parce que c'est cette population qui va travailler, qui va produire, qui va investir, qui va se projeter dans l'avenir. Donc, quelqu'un qui est à la retraite, il ne se projette pas dans une dynamique de création, mais dans une dynamique de survie, jusqu'à ce que Dieu leur appelle à ses côtés. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que si dans cette population, la proportion de jeunes va en décroissant, à long terme, il n'y a pas de solution. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, si vous prenez des pays aussi productifs que l'Allemagne, aussi développés que le Japon, ils n'ont pas réussi à régler ce problème, sauf à importer de la main-d'œuvre. Le Japon ne fait pas ça pour des raisons culturelles. L'Allemagne est obligée de le faire. On a commencé à le faire, nous. On a commencé à le faire avec des pays
des pays frontaliers, C'est limitrophes. pas la même chose. Non, c'est pas la même Avec, chose. avec pas la même possibilité de. Il y a des démarches administratives Je aujourd'hui qui ont sais, été mais facilitées. c'est pas dans cette perspective. L'Allemagne. Mais est-ce qu'on ne va pas, est-ce qu'on va pas formaliser tout ça? C'est si ça, on moi. continue, si le déclin démographique continue à être consacré, on va vers ça. C'est-à-dire est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, Nabil Adel va se risquer au risque du pronostic et de la prospective, comme on dit, de dire que les prochains relais de croissance en fait, chez nous seront portés nécessairement par de la main-d'œuvre importée. C'est-à-dire que d'un côté, on sera un pays émetteur et à la fois un pays récepteur en matière de migration et de migration économique. On aura toujours des citoyennes marocaines qui iront ramasser des fraises dans le sud de l'Espagne et en même temps, on aura de plus en plus, et puis dans un cadre surtout formel, des personnes d'origine ivoirienne, d'origine sénégalaise ou d'autres nationalités de pays amis et frères du continent qui viendront aussi pour répondre à des besoins, à des déficits économiques structurels. Alors encore une fois, c'est bien sûr, ils sont naturellement les bienvenus, ils sont chez eux. Mais les pays ne sont pas des logiciels informatiques. Un pays se construit sur des siècles, avec des histoires, avec ses cultures, ses conflits, ses périodes d'apaisement. Vous ne pouvez pas ramener une population et la greffer. OK. Ou du moins, il y a un rythme d'assimilation. Oui, il y a toujours un temps, une temporalité. Voilà. Le Canada le fait très bien. Voilà. Identifie le fait très bien, non. Apparemment, le fait pas trop mal. Non, le fait très bien, non. Parce que les gens qui partent au Canada, ils ne sont pas très heureux. Donc là, le Canada le fait. Maintenant, le faire bien. Ils ne sont pas très heureux parce qu'il fait froid. Non, c'est pas pour des raisons climatiques. Culturelles, d'intégration, d'assimilation. Parce qu'un pays a toujours un socle culturel prédominant. Ça ne peut pas changer. C'est pour ça que je dis que les pays ne sont pas des logiciels informatiques qu'on reprogramme. Il y a un socle prédominant. Le Maroc, le socle prédominant, c'est un socle arabo-berbère, musulman, sunnite, malikite, monarchie, presque millénaire. Ouais. Presque millénaire. Donc, il y a des éléments. Donc, il y a l'élément amazir, il y a l'élément hébraïque, il y a l'élément arabe, il y a l'élément andalou, il y a l'élément africain. On a mis des siècles à arriver à cette configuration. OK. Et l'avantage qu'on avait avant, c'est que les vagues qui venaient prenaient le temps de s'intégrer dans le tissu social. Là, il faudrait que le process soit plus rapide. C'est pas une cocotte minute. Vous voyez, donc, si vous essayez d'accélérer le processus, vous risquez d'avoir une dislocation de la société. Encore une fois, le point le plus important, c'est qu'une société a deux rythmes qu'on ne peut pas accélérer. Sinon, ça conduit à des catastrophes. Le rythme d'assimilation d'une nouvelle masse qui arrive et le rythme de génération et d'absorption des changements sociétaux. Donc, Nabil Adel, si j'ai bien saisi avec cette petite demi-heure de débat ensemble autour de 3 rounds thématiques, toutes les décisions qui seront prises dans le cadre de la nouvelle version, révision de la Moudawana, auront un impact direct ou indirect. Non, direct d'un point de vue économique. D'un point de vue démographique et indirect d'un point de vue économique. Voilà, c'était pour ça que je parlais de direct et d'indirect. Excusez-moi. D'un point de vue direct au niveau démographique et auront un impact indirect sur l'économique, le tissu économique et notre modèle social dans son ensemble. Exactement. Qui se Parce finance. que je vais vous dire une chose. Oui. Les démographes vont vous le dire. Vous passez de 2,2 enfants par femme à 2,1 enfants par femme à 50 ans, ce sont deux sociétés différentes. Différentes, tout à fait. Alors maintenant, quand ça s'effondre, on ne voudrait pas arriver à ça. D'autant plus que on est en dessous de 2 au niveau du le taux de fécondité, le taux d'enfants par femme. Ouais. On est descendu en dessous de 2 dans le monde urbain. Oui, la situation va aller. Le problème, c'est quoi? C'est que la courbe va devenir exponentielle. C'est-à-dire que la moyenne nationale, c'est 2,07 et c'est moins 2 au niveau du monde urbain. Et ça s'accélère très rapidement. Ça va très très vite. Ça va très très vite. En tout cas, merci d'avoir fait ce lien de cause à effet. C'est comme ça qu'on dit, de causalité. Ouais, de causalité. Exactement. De Nabil Adel autour de ces enjeux Moudawana que très souvent on voit sous un prisme social, sociétal, et c'est important, voire culturel et religieux. Mais avec vous, l'exercice, c'était sous l'angle purement économique. Et géopolitique. Et géopolitique, vous dites que concrètement, les décisions qui seront prises dans le cadre de la nouvelle version de la Moudawana auront des impacts directs d'un point de vue démographique et indirects d'un point de vue économique. Tout à fait. Merci à vous, Nabil Adel, et à très bientôt. À très bientôt.